Juste des petites règles pour cette conférence. Je vous invite évidemment à mettre vos portables, à les éteindre, ou à les mettre en silencieux si vraiment c'est trop difficile de les éteindre. Les boissons et la nourriture sont également interdites. Voilà, je vous remercie. Bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est avec grand plaisir donc, que l'on reçoit ce soir Elisabeth Chapeut, qui nous vient de l'université de Tours, François Rabelais Tours. Elle est maîtresse de conférence à l'université de Tours et elle est docteure en sciences politiques. Elle a étudié à Georgetown, mais également à Sciences Po Paris, si je ne fais pas d'erreur. Et donc, pour ceux qui regardent encore un petit peu la télévision comme moi, vous l'avez certainement vu de temps en temps sur LCI, car elle y intervient régulièrement. Donc, voilà, on est... Voilà. Donc, elle a terminé tard hier soir, donc, mais elle est donc avec nous ce soir et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à l'Institut franco-américain pour une conférence qui va durer 45-50 minutes à peu près. Et ensuite, on aura un moment de discussion. On prendra quelques questions. Voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je sais qu'il y aura probablement plus de questions que de temps pour y répondre, mais il faut également ménager notre conférencière. Merci à tous et donc je cède la parole à Elisabeth pour sa présentation. Merci beaucoup Gildas. N'hésitez pas à me dire, quelqu'un me dire si je vais trop long, c'est trop long, parce que on sait qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Donc, on peut faire ça pendant des heures. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation d'être ici ce soir, qui est un peu le fruit de nos rencontres professionnelles dans le cadre de l'université. C'est fort sympathique d'être ici. Alors, le titre de cette conférence, qu'on en a parlé avec Gildas et avec Hilary encore, c'était Trump un an après. Alors, derrière cette formule, il y a une vraie question politique, il y a une question stratégique. Un an après son retour à la Maison-Blanche, nous ne sommes plus dans l'hypothèse, ni dans la surprise. Enfin oui, on est dans la surprise presque tous les jours, mais ça, on parlera. Nous sommes surtout dans l'observation d'une trajectoire, et pas forcément une très bonne trajectoire, mais on en reparlera. La question n'est donc pas seulement qu'a fait Donald Trump, ou qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce que ce retour révèle des États-Unis sur l'ordre international, et on pourrait peut-être parler aussi des annonces d'hier, même si quand j'ai fait ça, il n'y avait pas encore Davos, donc il y a des choses à rajouter. Et qu'est-ce que ça dit aussi sur nous, les Européens, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets pour nous. Est-ce que nous assistons, et j'entends ça beaucoup, et beaucoup de mes collègues journalistes, mais aussi chercheurs, est-ce que c'est une parenthèse brutale mais temporaire, ou est-ce que c'est l'installation durable de nouveaux cycles politiques et stratégiques à la fois pour les États-Unis et pour nous les Européens, un cycle dans lequel la démocratie américaine est mise sous tension, pour être poli, voire n'est plus très démocratique, où les alliances deviennent absolument conditionnelles, on en reparlera, et où la logique de rapport de force et de l'argent, parce que ça c'est très important, emporte sur celle des règles, notamment de droit international. Donc je vais essayer ce soir de décrypter ça, plus ou moins clairement, vous me direz si c'est pas très clair, à partir de décisions concrètes, parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut évoquer ici, de situations de crise actuelles, et aussi un peu de mon expérience d'analyste dans les médias, parce que je rencontre quand même beaucoup de monde, et on voit très vite, surtout qu'on est à la télé, comment une politique se transforme en récit, en narratif aujourd'hui, par rapport à un rapport de force réel. On en parlera du Groenland notamment, mais pas seulement. Alors, l'objectif n'est pas de faire un procès. Je sais que beaucoup veulent faire le procès de Trump. C'est assez facile. Ici, on est là pour décrypter. L'objectif, c'est surtout de comprendre dans ce que ce moment trumpien dit du monde dans lequel nous entrons. Donc, on va essayer de se poser un certain nombre de questions. Un an après le retour de Trump, 3 questions qui me sont venues à l'esprit, qui sont assez simples mais lourdes de conséquences. D'abord, quelle trajectoire pour les États-Unis eux-mêmes?
voit beaucoup ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est une démocratie qui traverse une phase de tension, mais qui reste quand même armée à ses institutions et à la Constitution? Comme on sait, notamment nous les américanistes, cette question de la Constitution est très importante. Ou est-ce qu'on se voit dessiner une transformation plus profonde? Est-ce que les contre-pouvoirs et le rapport au droit s'effacent? Et ça, c'est vraiment une grande question. Et la notion même de vérité politique, est-ce que on est en train de... c'est en train de s'effacer? Alors ensuite, l'impact sur l'ordre international, et on reviendra à cette question de Davos et le Board of Peace. J'ai écrit un article dans la nuit sur ça, parce que c'est vraiment fascinant comment ça veut changer l'ordre international. Parce que les États-Unis, c'est bien évidemment pas un pays comme les autres, et leur manière aujourd'hui de gouverner façonne directement les équilibres mondiaux, européens, mais aussi bien au-delà, les conflits, ce qu'il dit avoir résolu et la réalité, bien évidemment, les alliances, notamment l'OTAN, on ne peut pas ne pas en parler, les crises régionales, au Moyen-Orient, on a tous les bateaux américains, des navires qui traversent actuellement la planète pour arriver au Moyen-Orient. Donc quand Washington change de logiciel, c'est tout le système international qui se met à vibrer. C'est quand même très important. Et enfin, et peut-être pour nous le plus important, quelle place pour l'Europe? Et là, dans l'Europe, bien évidemment, la France. C'est peut-être la question la plus inconfortable pour nous, Européens. Sommes-nous encore dans une posture de dépendance rassurante? On se dirait de plus en plus peut-être pas, parce qu'il n'y a rien de rassurant à être dépendant des États-Unis. Ou sommes-nous entrés dans un moment où notre sécurité, notre diplomatie, notre crédibilité stratégique doivent être repensées sans la certitude d'un soutien américain, et encore pire, avec une sorte d'impérialisme américain qui veut parfois, en tout cas dans la pensée, s'emparer des parties de nos territoires. Donc ces trois questions vont structurer la suite, les États-Unis, le monde et nous. Il y a trois fils rouges, j'ai essayé d'être un peu organisée dans ma pensée. Pour ne pas se perdre dans l'actualité, dans les polémiques du quotidien, parce qu'avec Trump, il y en a un par minute et on peut se perdre assez facilement, j'ai choisi de structurer toute cette conférence autour de trois fils rouges, trois dynamiques qui traversent à la fois la politique intérieure américaine, parce qu'il faut en parler, et je pense que c'est très important, et comme je sais qu'il y a aussi des Américains dans la salle, ça nous intéresse quand même, moi je suis franco-américaine, ça m'intéresse quand même, même si j'y habite pas, et la politique étrangère. Le premier, c'est ce qu'on appelle la verticalisation du pouvoir. On observe un exécutif qui cherche à concentrer davantage de contrôle en sa propre personne. Sur l'administration, sur les institutions, sur le rythme politique lui-même, c'est lui qui contrôle. La logique n'est pas un équilibre entre les pouvoirs, celui que les checks and balances des pères fondateurs, mais c'est de l'efficacité, de la loyauté et de l'autorité. Et c'est un marqueur assez classique de démocratie en tension, ou ce qu'on pourrait appeler des démocraties plus ou moins libérales qu'on voit, comme dans d'autres pays. Le deuxième, c'est bien sûr, et ça, on en parlera plus longuement, ce qu'on appelle la diplomatie un peu transactionnelle. Bon, tout est transactionnel chez Trump, il faut le dire, et il le dit, et il a dit hier à Davos lui-même, il est promoteur immobilier, avant tout. Donc tout est transactionnel, les alliances sont plus des engagements durables, fondés sur des valeurs, il n'y a peut-être même plus de valeurs communes, il faut le dire, mais sur des rapports coûts-bénéfices. Et on sait bien sûr que ces coûts, parfois les chiffres sont absolument fausses, mais ça on en parlera. Pour lui et donc pour son administration, qui mérite le soutien, qui paye l'Europe, si on l'entend, qui soutenir tous ceux qui pensent comme lui, donc il y a quand même un discours un peu civilisationnel, et qui apporte quelque chose en échange. D'argent, par exemple, pour le Board of Peace, 1 milliard si vous voulez être membre permanent, par exemple. On passe d'une logique de solidarité stratégique à une logique de négociation permanente, souvent sous contrainte, voire menace. Demandez aux Danois, demandez aux Groenlandais. Tout n'est pas figé, il existe encore des contre-pouvoirs, il faut le dire, les juges aux États-Unis sont quand même très importants. Certains États fédérés, on a entendu cette semaine Gavin Newsom, donc le gouverneur de Californie, on a J.B. Pritzker, on a Josh Shapiro, il y a quand même aux États-Unis des voix qui se lèvent.
La société civile qui est quand même dans la rue, même si ce n'est pas la France, et je le dis et je le redis, les Américains n'ont pas cette tendance à rentrer dans la rue pour réclamer la tête du président. D'abord parce que c'est très grand et marcher jusqu'à Washington, ça serait très compliqué, mais aussi parce qu'on n'a pas la même culture politique. Mais même s'il y a une partie des médias, de l'administration aussi, qui sont des contre-pouvoirs, ces résistances coexistent avec ce qu'on pourrait appeler une fatigue démocratique, une normalisation du conflit politique, une polarisation qui date d'avant Trump, il faut le dire. Moi, je pense au Tea Party de 2008. Ce n'est pas quelque chose qui est juste la faute du Trump, même si on aimerait bien tout lui mettre sur le dos. Et on voit aussi une acceptation croissante de pratiques illibérales. On pourrait parler de ICE et les arrestations, mais il y a quand même des gens qui le soutiennent. Donc il y a une acceptation malheureuse de pratiques illibérales aujourd'hui qui est essentielle. Donc ces trois fils rouges ne sont pas accidentels, ils correspondent à ce qui a été théorisé dans le projet 2025. La Heritage Foundation, et pour ceux qui se souviennent de Reagan, c'était quand même à l'époque les grands libéraux derrière Reagan. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins libéraux et beaucoup plus inquiétants et peut-être un peu plus racistes. Ils sont en train de fracturer le parti républicain. Mais il avait théorisé. Ils sont en train de le mettre en place. La verticalisation de l'exécutif, la politisation de l'administration, la remise en cause des équilibres institutionnels, cette vision transactionnelle des relations internationales ont été pensées, ont été écrites, ils ont été structurées. Ce n'est pas par hasard. Autrement dit, ce n'est pas une dérive improvisée, c'est l'application concrète d'un projet cohérent, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas. Donc c'est à la fois une grille de lecture pour comprendre ce qui se passe en ce moment, et la traduction opérationnelle d'un projet idéologique assumé. Et je vous invite par exemple à lire la National Security Strategy, la stratégie de sécurité nationale, pour comprendre un peu la mise en place. Ce qui donne à ce second mandat à la fois une profondeur politique, inquiétante bien évidemment, et institutionnelle beaucoup plus forte que dans la première. Désolée. On va d'abord regarder donc la question de la bataille institutionnelle, un peu ces questions internes, parce que c'est quand même important. Ici, on entre un peu dans le cœur du sujet. Ce n'est pas simplement une question ou une bataille idéologique, c'est aussi une question institutionnelle. C'est la prise de contrôle de l'appareil administratif, l'appareil de l'État. On se focalise beaucoup sur les déclarations parce qu'il en fait beaucoup, on est d'accord, sur les polémiques, sur ces formules choc, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Mais la vraie transformation est beaucoup plus silencieuse. Elle se fait dans les nominations, dans les organisations des administrations, dans la manière dont l'État fonctionne au quotidien. Je vous invite par exemple à regarder le nombre de généraux et d'amiraux qui ont été virés, notamment des femmes. C'est probablement pas par hasard. Il y a une purge au sein de la défense, au sein des renseignements. Donc, cette transformation silencieuse se fait au quotidien. Pas nécessairement dans les journaux, mais ça se fait très clairement au quotidien. Quand on parle de prendre le contrôle de l'administration, ça veut dire réduire l'autonomie des institutions pour remplacer la logique de compétence, les fonctionnaires qui ont fait leur boulot sous les républicains comme sous les démocrates parce qu'ils sont des experts et ils le savent, pas une logique de loyauté politique. On peut regarder encore, moi dans mon domaine, c'est le secrétaire à la Défense qui, très clairement, est là, pas oublier que c'était une journaliste de Fox News, qui est là pas forcément parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est loyal et il fait ce que le président lui demande de faire. Donc la question implicite devient, est-ce que cette personne est alignée? Est-ce qu'elle va exécuter son discussion? C'est pas abstrait, on voit des exemples très concrets, à la tête du FBI, à la tête de la Défense, dans toutes les nominations, département d'État, Pentagone, renseignement notamment. Et c'est là aussi où c'est le plus dangereux. On le voit ensuite dans ce que beaucoup décrivent comme une forme de purge à la Défense, au renseignement. On l'entend de beaucoup de généraux. Il y a donc un admiral qui a été viré, qui va se présenter en Caroline du Sud contre Nancy Mace en disant « on m'a viré, bon, moi je vais prendre ma revanche ».
Des autres responsables civils aussi. On a Jacques Smith qui a parlé longuement sur 37 semaines. Il y a les renseignements, les gens du CIA que je connais, les anciens et même les actuels, sont plutôt inquiets. Ils ont même créé The Steady State, c'est-à-dire un groupe pour essayer de contrer ce qui se passe. Beaucoup sont écartés, pas parce qu'ils sont incompétents, ils sont là souvent depuis 20 ans, ils ont travaillé pour Bush, Obama, c'est pas une question. Mais ils sont là parce qu'ils sont trop prudents, trop attachés aux normes de droit international, aux normes institutionnelles, au droit tout court américain. Alors pour l'armée, bien évidemment, c'est particulièrement sensible. C'est quelque chose dont j'avais écrit avant l'élection. On était assez sûr qu'il allait purger. Mais on a un certain nombre de noms. Je pense à Mark Milley, le général Milley, qui lui avait dit « Moi, je ne tournerai pas mes armes contre des citoyens américains. Ce n'est pas mon rôle en tant que militaire. » On a vu 6 militaires du Congrès faire une vidéo où ils disaient aux militaires, donc des sénateurs notamment, qui avaient servi en disant « Vous servez la Constitution et pas l'homme ». Il y en a certains maintenant qui sont poursuivis par Pete Hegseth et le département de défense. Il faut savoir que traditionnellement, l'armée américaine est strictement tenue à distance du jeu politique. Or là, on voit une pression politique, on le voit même dans des mises en scène, où ils étaient tous convoqués, je crois que c'était à Quantico. Et l'idée, c'est d'avoir des chefs militaires politiquement fiables, c'est-à-dire prêts à suivre sans résistance institutionnelle. On a vécu cette semaine l'inquiétude d'une invasion du Groenland. La question a été une vraie question aux États-Unis, est-ce que l'armée va suivre? On voit la même chose dans les renseignements. La mission, ce n'est pas simplement d'analyser la réalité. Et quand on analyse la réalité, et ça va à l'encontre de Trump, souvent, on se fait virer. Il faut produire une lecture compatible avec la ligne politique. Donc on glisse d'une logique d'expertise, qui est censée être leur métier, à une logique de validation. Produire des analyses qui conviennent au chef pour ce qu'il veut faire. Et au département d'État, on observe une diplomatie de plus en plus idéologisée, moins de diplomates professionnels. On le voit avec un certain nombre d'ambassadeurs, mais pas seulement. On pourrait parler de Steve Witkoff qui négocie à la fois la paix en Ukraine, la paix au Moyen-Orient et aux 4 coins du monde, qui est aussi promoteur immobilier. Et je peux vous dire que les gens au département d'État ne sont pas très contents. Parce qu'on a échangé des profils politiques, des profils professionnels pour des profils politiques et transactionnels. Alors, cette idée de gouverner par la loyauté est donc centrale. Dans une démocratie libérale, les contre-pouvoirs, l'administration est un contre-pouvoir. Il dit au président, vous ne devrez pas faire ça, là, voilà les risques. Dans une démocratie illibérale, elle devient un instrument. Et enfin, un accélérateur de l'exécution politique. L'argument est toujours le même, on l'entend beaucoup en ce moment. Les juges bloquent, l'administration ralentit, les procédures freinent. Donc, il faut aller plus vite. Et tout ça, ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Mais dans une démocratie, a priori, cette lenteur n'est pas un défaut, c'est une protection. Notamment dans le cas américain, contre un dictateur. Tout cela correspond très précisément à ce qui est écrit dans Project 2025, transformer l'État non pas en arbitre, mais en outil d'exécution politique. Et ce n'est pas une rupture spectaculaire, c'est une transformation progressive. Je vous rappelle, on n'a fait qu'1 an du deuxième mandat, on a encore 3. Oui, je sais, je vous entends. C'est une transformation progressive, silencieuse, bureaucratique, et historiquement, c'est souvent de cette manière-là que les démocraties basculent. Ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, la question c'est, est-ce que les institutions américaines existent encore? Est-ce qu'ils sont encore solides? Alors, sur le papier, oui. Je dis, le Congrès existe, il fait plus grande chose. Il y en a quelques-uns qui font du bruit, même chez les républicains. Le sénateur Tillis, le député de Nebraska, Don Bacon, je crois, qui sont quand même des républicains qui hurlent, mais ils sont à peu près tout seuls. Mais même les démocrates sont un peu aux absents. Quelque chose de plus profond se dégrade. C'est les normes, les usages, même l'esprit de la séparation des pouvoirs qui est inscrit dans la Constitution.
Et cette tension institutionnelle n'est pas théorique. Elle se manifeste aujourd'hui dans des affaires très concrètes. Je vous parlais de cette vidéo des parlementaires, tous anciens militaires ou anciens responsables de renseignement, où ils rappellent quand même, ce qui est assez important dans une démocratie, les militaires ont le devoir et le droit de refuser des ordres illégaux. C'est conforme, soyons clairs, au droit militaire américain et leur serment envers la Constitution. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le système, il y a quand même un cours militaire américain et du droit militaire américain, mais ils prêtent serment sur la Constitution, comme la plupart aux États-Unis. Autrement dit, ils rappellent un peu le principe de Nuremberg, obéir n'exonère pas la responsabilité. Alors, je dis ça, donc Mark Kelly, qui est sénateur d'Arizona, qui était aussi astronaute, donc il est assez connu, Pete Hegseth est en train d'essayer de le faire, et il était capitaine, de le retirer, sa retraite, son rang, pour ça. Et il est plutôt malin, il poursuit le département de défense, mais il y a des cas très concrets. La réaction de l'exécutif n'est pas... Ça pourrait être dans un pays normal, un débat juridique, politique, on pourrait en discuter. La réaction de Trump, et notamment de sa secrétaire de défense, Pete Hegseth, a dit que ces actions, que ces propos étaient conduites incompatibles avec le devoir militaire. Il a ouvert une procédure visant le sénateur Mark Kelly, comme je le disais, mais pas seulement. Il y a la sénatrice Elissa Slotkin qui a raconté qu'en plein milieu d'une réunion, on lui avait apporté un truc en disant on demande limite que vous soyez électrocuté, allez chercher un avocat. Elle a raconté ça hier dans les journaux américains. Donc, quand même, s'il ouvre une procédure visant Mark Kelly, ancien astronaute, officier quand même de marine, qui peut aboutir à une réduction de sa retraite, de son grade, des examens officiels pour tous les autres parlementaires qui l'ont fait. Alors c'est intéressant parce que Kelly est en train de répliquer non seulement avec une procédure, mais aussi en se portant peut-être candidat à la présidentielle en 2028. Donc on verra s'il aura sa revanche. Alors quand Kelly porte plainte en affirmant que ces mesures violent clairement le premier amendement et les protections notamment constitutionnelles contre la répression de la parole politique dont bénéficient notamment les sénateurs. Alors, Slotkin, qui est sénatrice, aussi ancien militaire, non seulement je vous parlais du document qu'elle a reçu, mais elle a été contactée par le FBI et puis par des procureurs fédéraux. Elle a très clairement dit c'est l'intimidation destinée à faire taire l'opposition politique. Ce qui est frappant, ce n'est pas simplement l'affaire, même si franchement c'est très frappant, c'est ce glissement qu'elle révèle. On passe d'un débat sur la légalité d'ordre militaire à des mesures de sanctions contre des élus. Quand même assez inquiétant. On voit apparaître des accusations de sédition, même des propos très agressifs du président, qui a dit, même la peine du mort par exemple. Ça crée un climat où la critique institutionnelle devient suspecte. Le contrôle diplomatique normal est donc requalifié en hostilité politique. C'est exactement ce que j'appelle une démocratie sous tension ou un glissement illibéral. Les institutions sont là, on les voit, plus ou moins parce qu'ils ne bossent pas énormément parfois, mais leur autonomie est contestée. Les normes sont instrumentalisées politiquement et le critique devient un acte conflictuel. D'où le point d'interrogation sur ce slide. Est-ce qu'ils sont encore solides? Oui, ils se sont debout, mais il y a un champ de bataille permanent entre l'exécutif et les autres pouvoirs. C'est une démocratie qui est en mode conflictuel permanent et qui fonctionne désormais en mode conflictuel. Alors, j'ai mis 4 points là qui sont peut-être un peu abstraits. Je vais essayer de les traduire très concrètement. Quand on dit alliance égale des contrats, ça veut dire que les alliances sont plus vues comme quelque chose d'immuable. On a signé l'OTAN, on a signé l'ONU, c'est pas plus vu comme des engagements politiques durables, fondés sur l'histoire, une histoire commune, fondés sur les valeurs communes, sur la solidarité stratégique. C'est des accords, bon, c'est renégociable, c'est conditionnel, c'est temporaire. On l'a vu beaucoup avec l'OTAN et on en parle beaucoup ici en France.
La question n'est plus sommes-nous solidaires, mais qui paie quoi et qu'est-ce que j'y gagne? Et du coup, on parle beaucoup de cette question de l'article 5. Est-ce que demain, s'il y a quelque chose, est-ce qu'ils vont y être? Et c'est une vraie question. J'enseigne de temps à autre dans les pays baltes. Vous parlez avec mes collègues lettons, c'est la vraie question. Si demain les Russes traversent la frontière, est-ce que les États-Unis vont répliquer? Et c'est une question qu'on se pose tous aujourd'hui. Un allié qui ne remplit pas ses obligations budgétaires pour Trump n'est plus un partenaire imparfait, mais un mauvais client. Et on l'a entendu, vous l'avez vu à la télé, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Cela change complètement la nature des relations internationales. Il n'y a pas de fidélité, ça disparaît. La prévisibilité qui vient avec aussi. Alors, multilatéral optionnel, ça veut dire que les organisations internationales ne sont plus des cadres obligatoires. Ils sont en train de se retirer déjà 200 personnes de l'OTAN, ils se retirent de l'OMS de nouveau, enfin de plein d'agences de l'ONU. Donc, si ce n'est plus des cadres obligatoires, l'ONU, l'OTAN, l'OMS, l'OMC, c'est plus les lieux où on règle les conflits. C'est des boîtes à outils que peut-être, dans un contexte, pourraient être utiles ou pas, d'où son nouveau Board of Peace ou Conseil de la paix, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. En gros, on les utilise quand ça sert l'agenda américain, et surtout l'agenda de Trump, parce qu'on pourrait aussi en discuter de est-ce que America First, c'est vraiment America First ou Trump First, parce qu'il est plutôt en train de s'enrichir que de s'enrichir le peuple américain. Quand je parle avec beaucoup d'Américains, ils ne se sentent pas plus riches depuis qu'il est là. Donc, on les utilise quand ça sert l'agenda, mais le reste du temps, on fait quoi? On les contourne, on crée d'autres instances, on fait autre chose quand elle devient trop contraignante. Ce n'est pas une logique de règles communes, c'est une logique d'opportunisme ou d'opportunité. Concrètement, ça signifie qu'il n'y a plus de police internationale du droit, il n'y a que des rapports bilatéraux, dominés par la puissance, rapport de force assumé qu'il a assumé depuis très longtemps. On va dire c'est la fin de l'hypocrisie diplomatique, mais c'est aussi la fin de beaucoup de normes. Avant, on parlait de coopération, de stabilité, de paix. Ça fait un moment qu'on ne parle plus de paix. Bon, ce n'est pas que la faute de Trump, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on parle ouvertement de pression, de chantage économique parce qu'on ne lui cède pas le Groenland, par exemple, de menaces militaires sur du territoire européen, enfin en tout cas allié à l'Europe. Sans parler des pauvres Canadiens, je ne sais pas s'il y en a des collègues canadiens ou des Canadiens dans la pièce, mais j'ai beaucoup d'amis canadiens qui sont quand même assez inquiets pour cette histoire de 51e État. Et puis des sanctions comme instrument politique. Aujourd'hui, on parle ouvertement, en gros, de force. La puissance devient pas simplement un moyen, ça devient une valeur. Et enfin, l'intérêt national immédiat. C'est le point peut-être le plus déstabilisant. On ne pense plus en termes de stabilité mondiale sur 20 ans, 30 ans. On pense en termes de bénéfices rapides. Une victoire politique, un prix Nobel de la paix, par exemple, un message électoral, un rapport de force visible. Et ce qu'on voit en Ukraine, où la paix est promise, sont vraiment de stratégies crédibles. Hier, ils étaient en train de discuter avec les Russes et avec les Ukrainiens. On ne comprend toujours pas, on est à quel plan de paix. Au Moyen-Orient, où l'équilibre régional est géré par coup de pression. Alors, je vous rappelle quand même que le Board of Peace était censé régler l'histoire, les problèmes entre Israël et Gaza, notamment, mais en fait, maintenant, ils veulent que ça substitue à l'ONU. Donc, on n'est plus du tout dans un règlement, alors que le Hamas n'est pas désarmé. Il y a vraiment un problème de... Je veux vite et je veux bien. Il parle de 8 ou 9, je ne sais pas au combien, de conflits réglés, alors qu'ils ne sont pas vraiment réglés. Et bien sûr, en Europe, l'alliance devient conditionnelle. On n'est pas simplement dans une diplomatie dure. J'entends beaucoup, et on en parlait tout à l'heure de certains de mes collègues sur LCI, qui sont très friands, par exemple, de Teddy Roosevelt. Walk softly and carry a big stick. Voilà, le bâton. On n'est plus dans une diplomatie dure. On est dans une rupture intellectuelle. Trump n'est pas Teddy Roosevelt, il n'est pas McKinley, il n'est pas tous les gens du passé qui pensent imiter. On passe d'un monde organisé par des règles à un monde organisé par la négociation permanente, par la force. Et pour un public européen, c'est quand même assez capital. Toute notre sécurité
repose sur l'idée inverse de nos institutions, toute notre société, et celle de normes fondées sur des engagements stables et sur du droit. Donc ça nous emmène à l'OTAN, parce qu'il faut quand même parler de l'OTAN dans tout ça. Cette slide, enfin en tout cas cette idée, est la traduction européenne directe de la logique de Trump qu'on vient de voir. Si des alliances deviennent des contrats, et souvent des contrats qu'on paie très cher, il faut le dire, l'OTAN n'est plus une communauté de sécurité. La notion de sécurité collective qui est la notion qui nous érige depuis la Deuxième Guerre mondiale n'existe plus. Ça devient une relation commerciale sous tension permanente. Alors, je vais revenir à l'article 5, il faut comprendre, dans le cadre d'Ukraine, ils ne veulent plus donner des armes aux Ukrainiens, mais ils veulent bien que les Européens achètent des armes américaines pour les donner aux Ukrainiens. Il faut le savoir que Scott Bessent fait qu'on paie ces armes 10% plus cher. Juste que ça soit clair là-dessus. Donc on est dans une relation commerciale assez assumée. Après, l'article 5, on se rappelle quand même que la seule fois que ça a été invoqué, c'était pour protéger les Américains après le 11 septembre, n'est plus une garantie qu'on pensait que c'était. C'est une promesse peut-être conditionnelle qui dépend du niveau de nos dépenses militaires. On se rappelle cette année du sommet de l'OTAN où Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a appelé Trump daddy, et où, en gros, tout le monde a dit oui, on va faire 5%, qu'ils ne vont probablement pas faire. Enfin, il y a certains pays qui sont autour de 3,5%, mais on n'a même pas de budget en France, donc 5% pour l'armée et pour la défense, on peut en rêver. Donc ça dépend du niveau de dépenses militaires, mais aussi du degré d'alignement politique. Et encore, je vous invite à la fois à lire la stratégie de sécurité nationale, mais aussi certaines parties du département d'État et du site web. Il y a clairement une volonté civilisationnelle. Quand on a vu J.D. Vance à Munich parler de nos problèmes de liberté d'expression, et qui n'a pas... Il a osé ne pas aller voir le chancelier à l'époque, mais il est allé voir la présidente de l'AfD, l'extrême droite allemande, on sait qui sont leurs alliés. On l'a vu aussi à sa prise de mandat. Il y avait qui? Il y avait Zemmour, il y avait Sarah Knafo, il y avait un certain nombre de politiques. Ils veulent travailler, mais qu'avec certaines personnes. Alors, ça veut dire que si ça dépend des dépenses militaires, si ça dépend de l'alignement politique, et donc de l'utilité stratégique immédiate de l'allié, c'est que c'est un problème pour les Européens. Et pour nous, c'est un choc majeur. On entend parler par nos politiques, on entend parler dans les médias. Parce que toute notre sécurité, depuis 1949, repose sur l'idée inverse. L'OTAN, c'est un grand engagement automatique, politique, presque moral, et surtout, quelque chose que les Américains ont beaucoup insisté depuis 1949. Quand on a voulu faire beaucoup d'Europe de la défense, c'est les Américains qui ont dit « Ouh, attendez, les 3D de Madeleine Albright, c'était pas de doublons, pas de duplication. Il faut quand même que l'OTAN reste le centre. » Donc, quand l'incertitude devient structurelle, la dissuasion s'affaiblit. Et c'est exactement ce que cherche à tester là aussi, non pas la capacité militaire de l'OTAN. On va être honnête, l'OTAN reste quand même très fort, notamment en termes aériens. Je pourrais parler longtemps de nos forces. On se sous-estime énormément. Il n'essaie pas de tester notre capacité militaire, mais de tester notre cohésion politique et sociétale. Et cette pression financière et militaire, ça devient très lourd. Trump transforme une question légitime, le partage de fardeau, dont les Américains ont parlé depuis très longtemps, il faut le dire, et c'est une véritable question, en instrument de domination politique. Ce n'est plus investissez en vous-même pour être plus fort, c'est pays où vous serez abandonné. C'est quand même deux façons très différentes de le voir. Ça change complètement quand même la nature de l'alliance. On ne coopère plus, on négocie sous contrainte, c'est très important. Troisième point, l'autonomie stratégique devient une nécessité. C'est plus un luxe intellectuel, et il faut le dire. Même quand parfois nos chefs d'état-major le disent, tout le monde fustige, mais c'est très important de le dire. Pendant longtemps en Europe, l'autonomie stratégique était un peu un débat intellectuel, un peu un débat théorique, presque idéologique. Aujourd'hui, ça devient un survie stratégique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire industrie de défense, ça veut dire stock de munitions, capacité de commandement, protection du territoire européen, même quand c'est vers l'Arctique, sans dépendance automatique aux États-Unis. Et enfin, la fin de la dépendance confortable. Pendant des décennies, l'Europe a vécu dans une sécurité déléguée. Alors, moins la France, il faut le dire, et merci au général de Gaulle, mais beaucoup de pays ont beaucoup dépendu des Américains. Trump met fin brutalement à cette illusion. Il oblige l'Europe de redevenir un acteur stratégique, un peu de devenir des adultes. Et c'est là tout le paradoxe. Il fragilise l'OTAN politiquement, mais il force l'Europe à se repolitiser stratégiquement. Alors le Groenland, j'en ai parlé un peu, je pense qu'on est obligé d'en parler. Alors je ne suis pas experte dans le Groenland, je crois qu'il n'y en a qu'un en France et il est très sympathique, on le voit de temps en temps à la télé. Groenland, c'est pas un détail exotique, même si franchement c'est à l'autre bout du monde, il fait moins de 12 si j'ai bien compris les collègues qui sont sur place. Ça va aller, mais c'est un révélateur. Quand l'idée même d'un contrôle américain renforcé, d'une pression politique ou d'une négociation au Groenland circule, on touche à quelque chose de fondamental. On parle d'un territoire qui appartient d'une façon ou d'une autre à un allié de l'OTAN, le Danemark, qui devient un objet de transactions stratégiques, voire de menaces d'intervention militaire. Même si maintenant on n'est a priori plus là-dedans, si vous parlez un peu avec les Danois et notamment avec les Groenlandais, ils ont peur. Il y a des gens qui ont fait leur valise parce qu'ils ont peur que les Américains interviennent. Alors, a priori, aujourd'hui, ce n'est pas une question de savoir si les États-Unis vont envoyer plusieurs brigades pour prendre le Groenland, mais quand même, il y a une question. On banalise l'idée que le territoire d'un allié puisse devenir négociable. C'est quand même hallucinant. Dans une alliance classique, les frontières sont sacrées. On ne va pas accaparer... on ne va pas dire, bon, nous, on a décidé qu'on veut... on va prendre le Portugal ou l'Espagne. Les frontières sont, entre partenaires, normalement, intouchables. Elles ne sont jamais un sujet de discussion. Ici, c'est un levier potentiel. Moi, je veux le Groenland. Si vous ne me le donnez pas, tarif, douanier. Parce que ça, c'est sa réponse à tout, bien évidemment. Alors, pourquoi le Groenland? Oui, c'est un territoire stratégique, pas autant envahi par les Russes et les Chinois que Trump aimerait bien nous croire. Mais bon, c'est l'Arctique, c'est important pour les nouvelles routes maritimes. Alors, quelqu'un disait hier, c'est intéressant parce qu'il parle des nouvelles routes maritimes, mais il ne croit pas dans le changement climatique. Donc, il faut expliquer ce paradoxe. Pour les ressources, ça, on le sait. Et puis, la surveillance militaire face à la Russie et la Chine. Je rappelle quand même qu'ils ont déjà une base militaire, même plusieurs, dans le passé, et que les Américains pourraient tout simplement utiliser ce qu'ils ont déjà. Ce qui est nouveau, c'est que ce n'est pas cet intérêt stratégique, ça fait longtemps. Le traité actuel date, l'original en tout cas de 51, donc bon, on n'est pas à hier. C'est la manière de le formuler qui est le problème. Non plus comme une coopération entre alliés, j'ai besoin de me protéger, aidez-moi, mais comme une question de rapport de force et d'avantage national. Il a parlé même, alors encore pire, en termes de promoteur encore immobilier, j'ai besoin que ça m'appartient, j'ai besoin d'être propriétaire. Alors on revient à cette logique de alliance égale des contrats, même un allié peut devenir un partenaire commercial, plus ou moins, sous pression. Alors pour nous, ici en Europe, c'est plutôt un choc conceptuel. Notre sécurité repose plutôt sur l'idée qu'on ne se menace jamais entre alliés, c'est très étrange, je sais, même symboliquement. Et ce qui rend ce point encore plus grave, c'est le lien avec l'Ukraine. Nous défendons l'Ukraine au nom d'un principe, qu'on ne redessine pas en 2026, en 2022, les frontières par la force. C'est un peu le concept en Europe. Or, si dans le même temps on accepte que les frontières alliées deviennent le message, que devient discutable, qu'est-ce que est le message qu'on envoie à Poutine, qu'on envoie à Moscou? C'est un message absolument catastrophique. Trump peut le faire, mais pas Poutine.
Le Groenland montre donc quelque chose de très profond. Dans le monde de Trump, même les alliances les plus stables deviennent conditionnelles. Même la géographie commence à être négociable. Et même la solidarité stratégique devient transactionnelle. C'est une rupture majeure avec l'ordre international que nous avons connu, en tout cas depuis la fin du Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va parler des crises comme miroir, et je vais faire un certain nombre. Il y en a beaucoup, donc j'ai choisi un peu, mais on va voir ça, si je retrouve mes notes. Pardon. Voilà. Pour comprendre la politique étrangère de Trump, il faut le regarder en situation réelle. Moi, je pense que, je le dis, comme je dis à mes étudiants, les cas concrets, c'est toujours plus parlant. Venezuela. Chaque semaine a sa crise, son problème. Le Venezuela, l'Iran, Israël, l'Ukraine, ce n'est pas vraiment des dossiers séparés. Ce sont 4 miroirs d'une même logique. Donc, cette logique transactionnelle, le rapport de force, et aussi un manque de vision d'ensemble à long terme. Et puis, on va en parler un peu, ces crises sont quand même reliées entre elles, elles ne sont pas isolées. On a aujourd'hui un système international où les adversaires des États-Unis pensent en réseau, notamment si on parle du Venezuela, le Hezbollah est présent, les Iraniens, les Russes, les Chinois. L'Iran, la Russie, le Hezbollah fonctionnent dans une logique interconnectée. Alors, le Hezbollah, oui, c'est un acteur libanais, oui, c'est un groupe terroriste. C'est présent au Liban, c'est financé par l'Iran, ils sont présents en Syrie, dans les réseaux financiers, dans les opérations d'influence, qui sont surtout présents en Amérique du Sud, à cause du drogue, dans les confrontations et les guerres avec Israël, bien évidemment, dans les attentats terroristes en Occident, à Burgas, aussi en Asie, je pense à Bangkok. Ce qui est nouveau, c'est cette convergence. L'Iran, la Russie, la Chine aussi, même si on n'en parlera pas ici, et ses partenaires non étatiques. Alors, je rappelle quand même que c'est l'Iran aussi qui fournit beaucoup d'armement à la Russie, et la Russie qui fournit aussi des choses à l'Iran. On a une forme de division du travail stratégique, en quelque sorte. L'Iran a les réseaux, les capacités asymétriques, les drones. La Russie, une sorte de couverture géopolitique globale. Et puis on a le Hezbollah, par exemple, qui est ce bras armé opérationnel régional. Donc quand on parle de l'Ukraine, les mêmes drones qui frappaient, enfin les mêmes drones iraniens qui frappaient l'Ukraine, frappaient Israël, par exemple, ou frappaient le Qatar, sur le base américaine. Donc l'Ukraine, l'Iran, Israël, on parle en réalité du même système de contestation de l'ordre occidental. Face à cela, la diplomatie trumpienne fonctionne à l'inverse. Elle traite chaque crise séparément, comme un dossier isolé, à régler par un deal, toujours un deal. Souvent avec Steve Witkoff, toujours un deal. Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer avec ces 4 cas. Le Venezuela avait illustré la logique du pragmatisme brut. On parle de transition de prisonniers de démocratie, mais en réalité, on parle de piquer les ressources énergétiques à un pays et la stabilité minimale pour pouvoir gérer tout ça. L'Iran va illustrer la logique de la menace permanente, pression, dissuasion, posture militaire. Ce sont vraiment de stratégies, comme on a vu comme ces 2 ou 3 dernières semaines, pour sortir de la crise. Et Israël va montrer comment Washington gère une région par équilibre instable, soutien fort, mais sans vraiment de vision claire, puis une bord de piste qui était pour Gaza, mais qui n'est plus pour Gaza. Mais pas d'escalade régionale avec l'Iran et ses relais. Enfin, on manque un peu de stratégie de leur part. Et puis enfin, l'Ukraine va montrer ce que devient un allié stratégique dans une logique totalement transactionnelle. On se souvient quand même de l'année dernière, au mois de janvier, il y a 1 an maintenant, au février, quand Zelensky s'est fait malmener à la Maison-Blanche. Et depuis, qu'est-ce qu'il a essayé de promettre au président américain? Les minéraux, des contrôles même de certaines ressources. Bon, on est dans cette transactionnalité où un partenaire est soutenu tant qu'il est utile, et tant qu'il ramène de l'argent souvent. Mais il n'y a jamais de sécurité de manière définitive. Donc ces 4 crises vont montrer la même chose. Les adversaires des États-Unis pensent en réseau, tandis que l'administration Trump pense en contrat. Eux construisent des systèmes, Washington négocie des dossiers, et c'est exactement là
où se situe la fragilité de la diplomatie trumpienne. Elle répond à un monde interconnecté par une logique fragmentée. On va commencer par le Venezuela, si on peut. Donc, c'est vraiment l'approche transactionnelle, ou même juste l'approche, on va dire, des ressources ou des finances de Trump, on le voit ici. Alors, on parle d'une transition politique incertaine. Donc, je rappelle pour ceux qui ont peut-être oublié, vu qu'il y a tellement d'informations tous les jours, mais ils ont quand même capturé Nicolás Maduro sur le terrain, ils l'ont sorti de son lit. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de consensus interne sur l'avenir politique du pays. On a la vice-présidente qui est devenue le président par intérim, Delcy Rodriguez, qui affirme son autorité. On a quand même Machado, donc un des membres de l'opposition, qui a donné son prix Nobel à Trump en espérant peut-être avoir un peu de respect ou en tout cas un rôle. Rien du tout. Je vous rappelle quand même qu'il y a un président qui est démocratiquement plus ou moins élu au Venezuela. On n'en parle pas non plus. Donc on a plein d'acteurs qui cherchent encore à définir leur rôle, mais on n'a clairement pas une transition réelle du politique. On a le dossier des prisonniers politiques, il y en a énormément dans les prisons au Venezuela. C'est une négociation diplomatique, c'est instrumentalisé par le gouvernement de Trump pour les rapports de force géopolitiques au sein du pays, notamment les questions du pétrole. Le pétrole, c'est le centre. En fait, tout au Venezuela tourne autour du pétrole, qui est clairement utilisé comme levier stratégique. Depuis début janvier, donc, ils ont commencé avec la saisie des pétroliers. Je crois qu'on est au 7e ou 8e, pour contrôler les exportations, respecter la quarantaine. Alors, certains étaient même du flot de fantôme russe, donc bon, encore une fois, c'est lié. Les autorités intérimaires au Venezuela ont commencé à recevoir de l'argent des Américains issus des accords pétroliers. Alors, Washington parle de relancer la production, d'investir massivement. Ils mettent beaucoup de pression sur les acteurs privés aux États-Unis, qui ne sont pas très contents d'ailleurs. Tout cela montre qu'au Venezuela, en gros, la politique américaine ne se situe pas dans la construction démocratique ou la construction institutionnelle, mais dans le contrôle des ressources. On n'est pas surpris, j'imagine, mais bon, il faut le dire. Dans des stratégies de pression sur les acteurs locaux, dans la mobilisation des revenus pétroliers comme instrument d'influence. Donc on est vraiment parfaitement dans cette approche transactionnelle court-termiste. Si on voulait un changement de régime, ce que beaucoup de Vénézuéliens souhaitent, on n'est pas dedans. On instrumentalise les enjeux politiques locaux, donc un problème réel qui fait souffrir beaucoup de monde, pour des objectifs stratégiques immédiats, en usant des ressources, de force, énormément de force, beaucoup de navires américains, plus le CIA et ainsi de suite, et de pression plutôt que des solutions politiques durables et une stratégie. Sortir Maduro de son lit n'est pas une stratégie à long terme. Alors l'Iran, on est en plein dedans, on se pose qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est le point en quelque part où on rencontre trois dimensions. Une crise intérieure majeure, très sanglante, une confrontation régionale permanente, on a vu la guerre de 12 jours cet été, et les limites de la diplomatie trumpienne. Alors là, c'est un cas typique où la force, la menace, la sanction existent, mais où on a un big problème de vision politique qui manque énormément. Alors, on a la répression interne massive qu'on a vue à la télé ces dernières semaines. On sait que le régime iranien, et ce n'est pas la première fois, fait face à une contestation profonde de sa légitimité. Ce n'est pas simplement, comme on a pu entendre, une question de prix, c'est aussi une question de ce qu'ils veulent pour leur avenir. On a vu des arrestations massives, des violences inouïes contre des gens même dans des hôpitaux. On a vu un contrôle d'information, ils n'avaient plus Internet, beaucoup d'Iraniens ne pouvaient plus contacter leur famille en dehors. Mais plus la répression est forte, plus elle fragilise la légitimité à long terme. Et pourtant, on a vu Trump, bien évidemment, intervenir. Il y a des tensions régionales accrues dans tout ça, notamment quand Trump parlait de frapper, ou en tout cas menacer de frapper. On ne sait pas ce qui va se passer.
Les voisins, le Qatar, Israël, l'Arabie Saoudite, ils attendent de se faire frapper. Donc chaque crise interne iranienne a un effet immédiat à l'extérieur. Montée de pression sur Israël, sur le Qatar, parce qu'il y a une grande base américaine, mobilisation des réseaux iraniens dans la région, et au-delà, parce qu'on a eu beaucoup de mobilisation aussi, enfin de craintes de mobilisation en tout cas en Europe d'attentats, c'est de l'Iranien, notamment en Allemagne, et puis une posture militaire américaine renforcée. Alors, renforcée, pas au moment où il a menacé, maintenant c'est en train de se renforcer, donc on ne sait même pas quelle va être la suite. Autrement dit, l'Iran transforme sa faiblesse intérieure en agressivité extérieure, ce qui est assez classique des régimes qui sont en crise, et la pression américaine, sans stratégie bien évidemment, de se sortir de crise, et ce qui nous intéresse. Washington, il fait quoi? Il menace, sanctionne, déploie des forces, multiples des signaux de dissuasion, surtout des posts, il faut le dire, sur Truth Social en disant aux Iraniens « Faites tomber votre régime, on arrive », sans qu'ils arrivent. Mais derrière ces gestes, il n'y a pas de projet politique crédible pour après. C'est la véritable question, et beaucoup se le posent même au ministère de la Défense américaine. Il n'y a pas de plan pour une transition, ça va être qui? L'opposition est très divisée. Il n'y a pas de vision pour la stabilisation régionale. Il n'y a pas de cadre diplomatique structuré. Donc on est de nouveau dans cette logique trumpienne. Beaucoup de pression, beaucoup de symboles de puissance. Voilà notre grosse armée et notre marine, mais très peu de construction politique à long terme. Donc, c'est quoi le résultat? Un équilibre instable. Le régime iranien est peut-être affaibli, mais aujourd'hui, il y a moins de gens dans la rue parce qu'ils ont tué des milliers de personnes et ils ne sont clairement pas renversés. Le régime est sous tension permanente et la diplomatie américaine reste dans une logique de confrontation sans issue claire. On ne va pas envoyer des troupes au sol parce que opinion publique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'Iran montre en quelque sorte, je ne vais pas dire un échec de Trump, mais en tout cas les limites de son approche. La force peut contenir, au fait, mais elle ne transforme rien. Ce n'est pas parce qu'on a bombardé Natanz ou Fordo pendant une nuit, même avec l'aide des Israéliens, qu'on a changé de régime. Donc si demain, tous ces navires américains arrivent au Moyen-Orient, ils peuvent frapper très fort, on sait qu'ils peuvent frapper très fort, ce n'est pas la question. Qu'est-ce qui arrive après? Qui prend la suite? Qui est-ce qu'on peut aider? Il n'y a pas du tout de transformation si on ne fait que frapper. Alors, avec la question Iran, on ne peut pas ne pas parler d'Israël, et la question israélienne, ensuite, tu as une sorte de combinaison de soutien affiché, beaucoup de contradictions politiques internes, et beaucoup d'initiatives diplomatiques qui peinent à produire véritablement une vision régionale cohérente. Encore une fois, beaucoup de promesses, pas beaucoup de réalisations. On va commencer par Gaza. Alors, oui, cessez-le-feu, octobre 2025. Oui, c'est plus calme. Oui, les otages, sauf un, sont revenus. Mais la semaine dernière, juste avant Davos, il a parlé d'une phase 2. Démilitarisation, on n'en voit pas du tout une démilitarisation du Hamas. Il a nommé quelqu'un à la tête d'une gouvernance technocratique, mais il y a beaucoup de divisions internes chez les Palestiniens. Reconstruction, alors il a parlé de reconstruction hier, je vous invite à regarder les images de la reconstruction. A priori, c'est des plans faits par Boston Consulting et des images de l'IA. Oui, ok, Singapour, Dubaï, peut-être qu'il faut commencer un peu plus petit. Ça ne correspond pas à la réalité de la situation du terrain. Ces annonces restent floues dans leur mise en œuvre, restent idéalisées. Alors, plusieurs pays partenaires impliqués dans des médiations, mais la violence persiste sur le terrain. Même quand on parle de phase 2, et on a le Hezbollah, le Hamas, qui continue par exemple de se réarmer. Et puis, le conflit avec l'Iran et ses alliés régionaux reste structurant. Ok, la guerre de 10 jours, oui, beaucoup de frappes, des ripostes, des mouvements militaires. Ça nous a rappelé un peu que cette confrontation n'est pas simplement périphérique. Elle est au cœur de la stratégie de sécurité israélienne, mais aussi de sécurité
de toute la région. L'Iran est une menace existentielle directe pour les Israéliens, mais c'est aussi une menace pour beaucoup d'autres pays, à travers le Hezbollah qui déstabilise le Liban, les Houthis qui déstabilisent le Yémen, le Hezbollah qui a déstabilisé aussi la Syrie. On pourrait parler d'Irak et les milices. Tout à fait, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il tue les Kurdes. Oui. Alors, troisième point, quand même un point important, la relation avec le gouvernement israélien, parce qu'on entend tout et son contraire. Alors, le Premier ministre a initialement critiqué l'idée américaine d'une border peace, il faut le dire, ils ne sont pas très contents parce qu'il y a la Turquie, parce qu'il y a le Qatar, parce que les promesses de Trump ne correspondent pas à la réalité de la situation. Bon, comme Trump a énormément de pression sur les Israéliens, bizarrement, les objections ont été levées, mais le Premier ministre a été assez clair. Ce n'est pas sur ça qu'on s'est mis d'accord. Donc, bon, il a finalement accepté à rejoindre formellement le Board of Peace, mais ce n'était pas sans, même parmi les plus intéressés, son problème. Donc c'est une alliance forte, soit, mais aussi délicate. Israël se retrouve à naviguer entre la pression de l'administration américaine et sa propre politique interne. Et puis, il y a aussi le Liban, le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est pas simplement un groupe terroriste ou un acteur local, il est lié à l'Iran, financièrement, en termes de structure décisionnelle, sans parler de toutes les armes. Ça veut dire que ça élargit le conflit bien au-delà d'un tout petit bout de terre. Ce qui fait aussi du Liban une zone de risque permanent. Et l'initiative du Board of Peace, qui a clairement secoué beaucoup ces 48 dernières heures, qui était conçue quand même comme organe pour gérer la fin du conflit à Gaza, je me répète et je le redis, s'est transformée en quelque chose de plus ambitieux, donc une sorte de mécanisme global de résolution des conflits, avec un mandat qui dépasse largement Gaza, ce qui inquiète beaucoup de pays, car il pourrait se substituer à tout ce qui est multilatéral, qui est existant. Alors, il y a des pays qui ont accepté, de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, beaucoup de pays pas très démocratiques, il faut le dire, Biélorussie, par exemple, le Kosovo, qui n'est même pas reconnu. Plusieurs puissances occidentales, dans notre pays, la France, sont restées plus réservées, voire ont refusé. Parce que, en fait, on n'a pas forcément envie de remplacer ou de fragiliser ce qui existe déjà en termes de gestion de conflits. Alors, l'intégration d'Israël, de la Jordanie, de tous ces pays de la région dans ce mécanisme qui va s'élargir a priori, avec, il faut le dire, un rôle très important pour Trump, c'est lui qui gère tout, c'est simple, montre une diplomatie qui s'efforce de sceller des coalitions régionales, mais sans, encore une fois, une stratégie politique très claire pour une paix durable. Il n'y a pas vraiment de stratégie politique claire pour une paix durable. En fait, ce qui ressort, c'est qu'une gestion de crise très active, mais une construction politique qui ne va pas forcément tenir dans la durée. Ce qui fait que la situation reste fragile et qu'au Moyen-Orient, on est dans une dynamique instable. Et on a l'impression, si on l'écoute, que ce n'est absolument pas le cas. Et ça, c'est très important de le dire. Il annonce le plan, phase 2 du plan de Gaza, pas vraiment de résultats, structure très floue. Le Board of Peace, on ne sait pas ce qu'il va faire, où va l'argent, par ailleurs. Donc, très problématique. Ce qui nous amène un peu plus proche de la maison. L'Ukraine, sans doute, le cas peut-être le plus brutal. Et pour nous, les Européens, c'est celui qui est le plus proche de nous. C'est peut-être le cas le plus brutal pour vraiment comprendre cette stratégie transactionnelle appliquée à une guerre qui est existentielle pour les Ukrainiens. C'est là que l'écart entre la promesse politique et la réalité stratégique est le plus visible. Alors, d'abord, la promesse de paix rapide, on se souvient des 24 heures, puis les 48, puis les 2 semaines, les 6 mois, les 9 mois, bon, on ne s'en sort pas. C'était un des slogans centraux. Régler la guerre vite, en quelques semaines, il y a trop de morts. Un an plus tard, il n'y a pas de cessez-le-feu, du tout.
Il n'y a pas vraiment de cadre de négociation crédible. Il n'y a pas d'architecture de sécurité. Alors la promesse a produit un effet politique intérieur, mais pas vraiment de résultat stratégique réel. Ce qu'on voit surtout, c'est le soutien américain. Il est presque inexistant aujourd'hui. Je pense que c'est le président Macron qui l'a dit. Même les renseignements, c'est 2/3 de la France aujourd'hui. On n'est plus dans une aide automatique, son engagement de principe. Chaque paquet d'aide, il y en a de moins en moins, devient un objet de négociation et de paiement, il faut le dire. Chaque soutien est assorti de conditions politiques, financières, diplomatiques. Ça crée pour Kiev et pour les Ukrainiens une incertitude permanente qui est clairement pas très compatible avec une guerre de survie nationale, notamment en ce moment quand il fait moins 20. Alors on a vu Zelensky fragilisé à son première rencontre. Il n'a pas été reçu, et si vous vous souvenez de la scène, comme un allié à protéger, même comme un allié tout court, mais comme un partenaire à tester. J.D. Vance a joué le rôle un peu du méchant. Ils ont mis en scène une asymétrie de pouvoir. Washington décide, c'est à Kiev de s'adapter. Symboliquement, c'est quand même extrêmement lourd. On se rappelle quand même que c'est les Russes qui ont envahi. Puis on est dans une logique du deal. La guerre n'est plus vue comme un combat pour la souveraineté d'un État, mais comme un dossier à régler, à solder, à négocier. Encore une fois, un peu comme un deal dans l'immobilier. Ce n'est pas la sécurité de l'Ukraine qui structure la politique américaine, c'est la recherche d'un arrangement politiquement vendable, et notamment s'il peut faire du commerce avec la Russie, ça les arrange. Ce qui fait que c'est la Russie qui sort indirectement renforcée. Quand l'engagement occidental devient flou, quand le soutien devient conditionnel, et on le voit à la télé russe, c'est Moscou qui se délecte. Pour elle, le signal envoyé est clair. Le temps joue pour elle, et la fatigue politique devient une arme stratégique. Et puis, l'Ukraine est traitée un peu comme une monnaie d'échange aussi. Et ça, peut-être, c'est le plus grave. Son territoire, sa sécurité, son avenir devient des variables de négociation plus larges. Avec la Russie, avec l'Europe, avec l'opinion américaine aussi. On ne parle plus d'un État souverain à défendre, on parle d'un dossier à gérer. Donc on est encore une fois dans cette logique trumpienne appliquée à la guerre. Pas de vision de sécurité collective, ni de valeurs à défendre, notamment la souveraineté d'un État. Pas de garantie à long terme, juste des rapports de force, des transactions. On pourrait reparler des minéraux, des ressources, des équilibres temporaires. C'est la négation même de sur quoi reposait l'ordre de sécurité européenne depuis 1945. Alors dans tout ça, où Trump cesse d'être un sujet américain et devient un autre problème ici en Europe. Si on regarde Davos, hier, si on regarde Munich l'année dernière, et Munich va arriver, on va revoir, la stratégie de sécurité nationale américaine, tout converge même très clairement vers une même idée. L'Europe n'est plus perçue comme un allié, comme un partenaire naturel, mais comme un acteur faible, dépendant, politiquement testable, et souvent comme une sorte de problème, un obstacle aux objectifs américains. Alors, à Davos, le message américain était assez clair. L'Europe doit assurer sa propre sécurité. Pas la première fois qu'on l'entend, on a entendu au sommet aussi de l'OTAN. J.D. Vance l'avait déjà exprimé de manière très brutale à Munich. L'Europe, selon lui, est militairement dépendante, politiquement naïf, incapable d'assumer sa propre défense. On a entendu Trump hier dire « l'Europe ne ressemble plus à ce que je pensais ». Enfin, il y a un discours très, moi je dirais raciste, mais à chacun entend ce qu'il veut entendre. On n'est plus sous une critique entre amis, soyons clairs. On est sous une mise sous pression stratégique. L'idée est simple, si vous ne pouvez pas vous défendre seul, c'est que vous ne pèsez plus dans la négociation. Alors, juste très rapidement, l'industrie militaire, parce que je pense qu'il faut en parler. Ce n'est pas un sujet technique. On oublie. C'est aussi un sujet politique majeur. Produire des munitions, on a vu en Ukraine que c'est ça aussi qui nous manque. Des systèmes de défense, notamment
antiaérienne, anti-drone. On pourrait parler longuement de ce que font les Ukrainiens qu'il faut qu'on regarde de près, qu'il faut qu'on adopte. Les drones sont essentiels. Et ces capacités antiaériennes sont essentielles. C'est des conditions aujourd'hui de souveraineté. On n'a pas... Enfin, il y a très peu de pays en réalité, même les États-Unis. Trump parle de dôme d'or. Enfin, c'est dôme d'or. En référant au dôme de fer israélien. En réalité, à part les Israéliens, il y a très peu de systèmes pour se défendre. C'est pour ça que les Allemands, par exemple, ont acheté l'Arrow 3, le système israélien. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur nos capacités, par exemple, d'intercepter des drones russes ou des missiles, parce que ça peut arriver. On l'a vu sur, malheureusement, les aéroports en Europe. Donc, sans industrie de défense, on n'a pas d'autonomie stratégique, pas de crédibilité face à Washington et pas de capacité réelle non à soutenir l'Ukraine, ni pour ce qui suit. Et je rappelle quand même qu'entre le général Mandan, le général Xi et d'autres, on dit entre 3 et 10 ans, on pourrait avoir une autre guerre en Europe, cette fois-ci sur du territoire de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et donc, il faut se préparer. La stratégie de sécurité nationale américaine actuelle ne voit plus Europe, il faut le dire, comme un bloc démocratique. Elle la décrit comme un espace fragile, vulnérable, qui ne protège plus d'ailleurs la liberté d'expression. Vulnérable à quoi? Aux divisions internes, eux ils parlent surtout de l'immigration, à la désinformation, aux pressions russes et chinoises, à ses propres populismes. Donc l'Europe n'est plus seulement un allié, elle devient un terrain de compétition politique. Et enfin, le soutien à l'Ukraine. C'est le test décisif en quelque sorte. Si l'Europe échoue en Ukraine, elle échoue surtout en quelque sorte sur la crédibilité militaire, politique, morale, surtout face aux États-Unis, parce qu'on a quand même vu tous les décideurs européens, notamment notre président, mais pas seulement, se déplacer à Washington pour rappeler nos valeurs et notre position. Donc ce n'est pas simplement la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu, même si c'est très important, c'est la capacité de l'Europe à prouver qu'elle est une puissance stratégique et pas simplement un espace économique sous protection extérieure. Ces derniers mois, ces dernières années a montré une chose, Davos l'a réaffirmé, Washington ne nous attend plus du tout comme partenaire naturel. Il nous observe peut-être comme acteurs à évaluer, il nous méprise très clairement. C'est en noir et blanc dans la stratégie de sécurité nationale. L'Europe est pas le centre du monde occidental, il n'est même plus vraiment dans le centre de leur stratégie américaine. C'est un acteur parmi d'autres dans une logique de compétition globale. Et c'est là la vraie rupture historique. Pendant 70 ans, on était protégé en Europe. Aujourd'hui, on est testé. Soit on devient un pôle stratégique autonome, soit on va être dominé par des rapports de force. Et ce n'est pas que des Américains, bien évidemment, on parle des Russes, on parle des Chinois. Donc pour conclure, et j'espère que je n'ai pas été trop long, je vais essayer de résumer ce qu'on a vu ce soir en quelques phrases, mais Trump n'est pas une parenthèse. Moi, je pense que Trump n'est pas une anomalie passagère de l'histoire américaine. Il est le produit de tendances beaucoup plus profondes. Une fatigue démocratique qu'on a vue bien avant Trump, une crise du multilatéralisme qu'on n'aime pas toujours évoquer. Ce n'est pas parce que Trump dit que l'ONU ne fonctionne pas qu'il faut dire « oh, ça fonctionne très bien ». Non, il y a quand même des problèmes. Un retour d'un rapport de force qui existait quand même bien avant Trump, bien même au XIXe siècle. Une normalisation de l'illibéralisme qu'on a vu même en Europe. On pourrait parler d'Orban, on pourrait parler un peu de la République tchèque. Enfin, il y a quand même d'autres pays. Surtout, c'est un révélateur. Il révèle la fragilité, d'abord des institutions américaines. Il révèle la fin de l'évidence de cette alliance transatlantique qu'on pensait tellement solide. Il révèle aussi un monde où la force compte plus que les règles. Il révèle aussi, et c'est essentiel, notre propre vulnérabilité, et c'est peut-être ça qui nous fait le plus peur. Depuis à peu près 1 heure, on a vu une chose très claire, le monde de Trump est un monde de contrats, de pression, de transactions, d'argent, et un monde sans garantie. Un monde où la sécurité n'est plus un droit, mais une capacité. Et c'est pour ça, la vraie question, c'est que va faire Trump? La question, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à faire, nous? Sommes-nous prêts à investir dans notre défense, reconstruire notre industrie, accepter le coût politique et financier de l'autonomie,
défendre nos valeurs démocratiques quand elles deviennent contraignantes. Assumer notre responsabilité, plus globalement, en Ukraine et ailleurs. On a vu quand même le président Macron hier, et il n'était pas seul parce que Christine Lagarde aussi a été dans une réunion où un des ministres américains, enfin un des secrétaires de commerce, a dit des choses absolument abominables sur l'Europe, et elle s'est levée et elle est partie. Donc c'est aussi à nous de nous défendre. Trump nous oblige à sortir de tout ce qui est confortable, cette illusion des dividendes de la paix qui a animé, certainement pour ma génération, toutes nos vies. Donc on n'a reconnu que ça. C'était un monde stable, protégé, organisé par d'autres en quelque sorte. Et en gros, il nous place face à un alternative très simple. Soit on accepte être une zone d'influence parmi d'autres, et pas simplement pour les Américains, soit on est capable de se décider, de protéger, de peser. Et c'est sans doute l'héritage le plus durable du trumpisme, nous forcer à choisir entre dépendance et puissance. Et voilà. Merci Elisabeth. Si on essayait de résumer, non pas en quelques phrases, mais en un seul mot, peut-être rupture. Rupture. On est véritablement à un moment, et en l'espace d'un an, même si ça avait été anticipé, bien entendu, c'est la rupture, il me semble, qui prévaut avec toutes les conséquences et répercussions. Donc on va prendre un petit moment pour essayer de dialoguer et prendre des questions. Avec plaisir. Alors les sujets sont fort nombreux et on va essayer d'y répondre. Voilà, on va essayer. Donc je tends le micro à qui le souhaite. Ah c'est bien, je peux au moins voir les gens, je ne pouvais pas trop dire les gens. Vous avez fini votre propos sur la question de savoir si c'était une parenthèse ou bien si c'était des tendances profondes. Et vous aviez dit au début qu'il lui restait encore 3 ans. Moi, je pense à l'alternance possible. Et est-ce que, dans l'hypothèse où un candidat républicain gagnait cette élection, devienne président des États-Unis, est-ce qu'il serait prisonnier de ce qui a été mis en place avant lui, ou est-ce qu'il pourrait finalement remettre en cause cette stratégie dont vous avez parlé? Voilà, est-ce que... Alors, alternance que dans 3 ans, donc ouais. Pas avant. Il n'y aura pas d'élection présidentielle à moins que quelque chose arrive, mais de toute façon, ça sera le vice-président. Donc, on n'aura pas d'élection présidentielle avant. On a une élection de mi-mandat au mois de novembre. Très honnêtement, je ne vois pas ce que ça va changer. Tout le monde parle de destitution. Très clairement, ça n'est jamais arrivé au bout dans l'histoire américaine. Donc, moi, j'y crois pas pour Trump non plus. Donc, on a encore 3 ans à tenir. Alors, oui, il pourrait avoir une crise cardiaque, il est quand même très âgé. Mais vous avez regardé le vice-président des États-Unis. Ça va être pire. Si on parle d'idéologue, c'est lui l'idéologue. Trump, c'est l'argent, c'est la transaction. J.D. Vance, il sait beaucoup plus ce qu'il fait en termes d'idéologie. Il fait partie de cette partie du Parti républicain qui est beaucoup plus à droite, antisémite, raciste, qui assume beaucoup plus ce côté-là. Il refuse, par exemple, de renier Nick Fuentes ou Tucker Carlson, des gens qui sont beaucoup plus à l'extrême du parti. Même Trump qui dit qu'ils n'ont pas la place dans le Parti républicain, et J.D. Vance a dit « Oh non, je ne suis pas d'accord ». Donc, moi, même s'il y a un républicain qui arrive en 2028, ça va être J.D. Vance, ça va être peut-être, si on a de la chance, peut-être Marco Rubio, qui a vendu... Je rappelle quand même à la fois que J.D. Vance a parlé de Trump comme Hitler moderne, et que Marco Rubio aussi était très anti-Trump. Donc on est devant des gens qui ont vendu leur âme et leurs valeurs pour avoir un peu de pouvoir. C'est des opportunistes total. Est-ce qu'il va pouvoir changer les choses? Mais pourquoi il voudrait? Je veux dire, c'est leur plan, leur idéologie. Le projet de 2025, c'est beaucoup des gens de l'administration qui l'ont conçu. C'est pas forcément Trump, c'est tout un système. Donc si en 2028 on a encore un républicain, enfin 2028, un républicain qui gagne, il n'y a pas de raison de penser que ça va changer. La question devient qu'est-ce que fait l'opposition? Et c'est une vraie question parce qu'on ne les voit pas.
au niveau national, je parle au niveau national parce qu'au niveau des États, on les voit, mais au niveau national, ils sont divisés entre eux, entre les plutôt modérés qui sont là pour construire et les plutôt d'extrême gauche qui sont là pour faire autre chose et qui ne vont pas aider à gagner des élections. Après, vous avez des gouverneurs qui sont incroyables. Tout le monde parle de Newsom, mais on pourrait parler par exemple de la première femme gouverneure de la Virginie, Abigail Spanberger, qui est un ancien du CIA, qui est un démocrate modéré, qui est probablement un des futurs grands du parti. On pourrait parler de Pritzker, on pourrait parler de Shapiro, mais on est face à une opposition très divisée. Donc pour l'instant, à part peut-être Mark Kelly, on ne voit pas ce qui pourrait être une opposition qui fait que le système pourrait changer à long terme. Je ne suis pas là pour donner forcément des bonnes nouvelles. Désolée. On a même parlé que les élections de mi-mandat pourraient ne pas avoir lieu. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de ça. Moi, je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est de réécrire un peu comment c'est fait. Deux choses. La Constitution donne aux États plutôt le pouvoir d'organiser les élections. C'est normal, c'est 50 États, c'est quand même très grand. Vous imaginez, si c'était centralisé, ça serait encore plus le chaos que c'est déjà. Il essaie d'influer sur notamment la carte électorale. Donc ce qu'on appelle gerrymandering, c'est-à-dire créer des circonscriptions où que les républicains peuvent gagner. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas parfois parce que les juges disent non. Parce que certains États, je pense c'était à Dakota du Nord ou du Sud, où les républicains ont dit nous, on ne fait pas ce genre de choses ici. Donc il y a quand même des républicains qui font l'opposition. Mais il y a des États comme le Texas où ça a plutôt bien marché. C'est pas la seule façon dont il essaie de faire. Il y a toute une question, et pour ceux qui peut-être votent aux États-Unis ici et dans la salle, il essaie de revenir par exemple au vote à distance. Il essaie de revenir sur un certain nombre de normes qui sont normalement le ressort des États. Moi, je pense qu'il va plutôt soit essayer de vraiment influer sur les résultats, soit une fois qu'il y a les résultats, essayer de revenir sur les résultats. Annuler, c'est pas annuler une élection, c'est annuler 50 élections parce que c'est les États. Beaucoup de ces États, je ne vois pas Gavin Newsom dire « Oh oui, bah moi je ne vais pas faire une élection. » Clairement pas. Il y a beaucoup d'États qui sont démocrates, il y a beaucoup de gouverneurs qui sont dans l'opposition totale, donc il ne va pas pouvoir annuler une élection de la même façon. En France, on est dans une élection centralisée. Vous voulez annuler, bah, c'est une élection. Là, c'est 50 élections. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, par contre, dire après, c'est pas nous qui avons gagné, ou juste, il a fait un discours, notamment il y a un mois peut-être de là, en disant il a peur que s'il perd, il va être destitué. Donc, il essaie de les motiver, les troupes, et motiver aussi financièrement, lever beaucoup de fonds pour les candidats républicains. Mais les sondages aujourd'hui sont très mauvais pour les républicains dans beaucoup d'États. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il essaie de faire. Moi, je ne crois pas du tout dans une annulation, parce que je veux bien, même là, avec le Groenland, vous écoutez un peu les républicains, et on dit, on a des lignes rouges, hein. Et ils ont dit, vous envahissez un pays allié, même nous, c'est bon, 25 amendements ou destitution, mais il ne faut pas exagérer. Quelles seraient les conséquences d'une défaite au bout de terme, en termes de hiérarchie des normes aux États-Unis? Alors, la seule chose qui change, c'est la majorité au Congrès. La question, donc, ça va dépendre du nombre. Enfin, on est vraiment sur la question de, vous avez une super majorité, par exemple, vous avez 2/3 ou pas. Enfin, en théorie, les républicains ont une majorité en ce moment, mais ce n'est pas une très grande majorité, donc ils ont besoin de quelques démocrates pour les aider. Si c'est la même chose, on va être dans la même situation que maintenant, c'est-à-dire rien ne va bouger. S'ils ont une super majorité, moi je crois, encore une fois, pas du tout à la destitution, mais ils vont pouvoir peut-être, par exemple, influer sur des décisions, par exemple sur les tarifs, par exemple sur tout ce qui est les pouvoirs sur la guerre, la déclaration des guerres, et quand même être un peu un contre-pouvoir. À condition, et je dis bien à condition, que les démocrates se mettent en ordre de marche. Parce qu'il y a toute une partie qui est plutôt, on va dire, enfin, en tout cas pour les normes américaines, plutôt extrémistes, très à gauche, qui ne plaît pas à beaucoup de démocrates qui sont beaucoup plus centristes, modérés, ni aux indépendants qu'il va falloir attirer pour pouvoir passer. Donc il y a quand même un problème aussi de l'opposition en lui-même,
Et ça, c'est quelque chose qui doit être réglé en interne. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, ma question rejoint un peu celle de la dame. On a parlé durée, parenthèse, même peut-être annulé, ou du moins on passe par-dessus des élections de mi-terme. Mais ma question va peut-être faire sourire. Est-il inenvisageable qu'il fasse un 3e mandat? Oui, il en a parlé, mais même des gens autour de lui, même Steve Bannon, on ne va pas l'accuser d'être gauchiste ni anti-Trump, a dit c'est pas légal quand même. Hein. Et on va être, à la différence de certains dirigeants, il est quand même très âgé. On voit déjà à peu près sa santé, ça va pas non plus. Enfin, il mange que du McDo et il boit que du Coca-Cola. Je pense qu'au-delà du droit, je pense qu'on va être face à son propre âge et il va passer la main, peut-être pas volontairement, mais il va passer la main. Ça ne me rassure pas forcément parce que J.D. Vance, c'est pas forcément mieux. On parle de Trump, mais je suis assez convaincue que J.D. Vance pourrait être pire. Ça, y compris en interne. Oui, bonsoir. Je reviens à la question politique parce qu'on a l'impression, effectivement, mais c'est peut-être qu'une impression, je connais un peu le système américain, mais vu de France, ça paraît parfois un peu compliqué, que le Congrès, en fait, est complètement inopérant et où que Trump et son équipe, d'une manière ou d'une autre, arrivent à contourner le système et ou à passer au-dessus du Congrès, par exemple à se passer d'une autorisation du Congrès pour aller au Venezuela, capturer Maduro ou bien d'autres choses. Et puis, effectivement, on est assez peu optimiste par rapport aux midterms et aux résultats et ou à l'influence que des résultats ou même une victoire des démocrates pourrait avoir sur la faculté d'agir de Trump. Et donc, au-delà du pouvoir législatif qui paraît complètement éteint, moi je me pose la question du pouvoir de nuisance, en fait du pouvoir judiciaire aux États-Unis, des juges. Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent s'opposer? On parle très peu, ou on en a beaucoup parlé lors de son premier mandat de la Cour suprême, où il y a une majorité en fait de juges que Trump a nommés. Est-ce que cette Cour suprême, elle a quand même une relative autonomie, c'est-à-dire au moment où les décisions seraient remontées jusqu'à la Cour suprême, est-ce que cette Cour suprême pourrait dire non, Donald, t'es gentil, mais ça va pas être possible, quoi? Alors, deux choses. La première, c'est la Cour statue que sur des choses qui... Enfin, il faut que quelqu'un poursuive quelqu'un, un État ou le gouvernement, pour que ça arrive à la Cour. Si personne ne fait rien, c'est pas à la Cour de statuer. La Cour n'intervient pas comme ça. C'est la première chose parce qu'on oublie que ça fonctionne comme ça. Il faut qu'on interpelle la Cour sur un sujet de droit. Il y a eu, je pense notamment à Amy Barrett, des justices de la Cour suprême nommés par Trump qui ont décidé totalement l'opposé de ce que lui voulait. Ils ont été harcelés, ils ont été menacés. Ça arrive. On attend certaines décisions assez importantes. On a eu une décision, je crois, hier, pas avant-hier, sur un des gens de la Fed qui veut virer Lisa Cook, où la Cour suprême a dit non, ça ne tombe pas dans vos pouvoirs. Donc ils font quand même leur boulot, pas toujours, mais souvent. On attend par exemple la décision sur les tarifs. Ça, si la Cour suprême dit c'est pas de votre droit, c'est le Congrès, tout son système saute. Donc, on voit quand même pas mal, je pense notamment par exemple les déploiements du garde national à Chicago et ailleurs, des cours qui ont dit vous n'avez pas le droit, monsieur le président. Donc les cours quand même font le boulot, peut-être pas systématiquement, mais les cours ont tendance à faire quand même leur boulot. Ils n'aiment pas, c'est pour ça qu'on entend beaucoup, notamment de J.D. Vance ou de Mike Johnson au Congrès, en disant bon, ils outrepassent leur pouvoir, il faut qu'on se débarrasse des juges. Mais en fait, ils font juste ce que le système a prévu. Maintenant, est-ce que la Cour suprême va statuer contre les tarifs? Est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut faire? Bonsoir. Si on se projette justement dans 3 ans et qu'on imagine un retour d'un ou d'une démocrate au pouvoir, est-ce que la rupture qu'on voit aujourd'hui, elle est tellement profonde que finalement l'impact de ce qu'on voit aujourd'hui serait durable? Alors, deux choses. Déjà, il faut qu'il trouve un candidat qui va plaire et qui va gagner. On est face à un parti démocrate qui a eu énormément de mal ces dernières années à garder sa base, notamment les gens qui travaillent.
des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de... Au lieu de parler du coût de la vie, ils ont parlé de fascisme, etc. Ça ne parle pas aux gens. Les gens ont peur pour leur portefeuille, ils ne sont pas dans des débats intellectuels qui les intéressent pas particulièrement. Et ça, la partie démocrate a un problème depuis Clinton là-dessus. Donc c'est pas nouveau, et c'est un vrai problème qu'il faut qu'ils résolvent quand même avant de gagner. Bon, Mark Kelly peut-être, ou un Josh Shapiro, enfin il y a des candidats qui pourraient peut-être gagner, parce qu'ils sont plutôt modérés, ils pourraient attirer un certain nombre de personnes, mais on n'y est pas encore. Si, par magie, on a une alternance politique forte et viable, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, pourquoi? Parce que certaines, qu'on aime ou pas certains des propos de Trump, ça répond quand même à un problème de société. Ces propos sur l'immigration sont outranciers, oui, mais il y a un problème d'immigration dont la plupart de gauche et de droite sont d'accord. Je rappelle quand même que Barack Obama a expulsé plus de monde que tous les présidents avant lui. Donc ce n'est pas démocrate et républicain, c'est un problème de société. Les divisions dans la société américaine, la polarisation de la société américaine, qu'on commence à voir en Europe aussi, il faut le dire, c'est bien réel et ça va bien au-delà de ce que peut faire un président, un congrès. On ne va pas changer la société comme ça. Est-ce qu'on peut revenir sur l'OTAN, des choses comme ça? Bien évidemment. Mais sur les tendances de fond, on ne peut pas tout changer. Et ça va être beaucoup plus difficile. Et ça, on a un problème aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays, où nos politiques ne répondent plus aux besoins, aux demandes du peuple. Et ça, par contre, on ne va pas résoudre la démocratie moderne comme ça, malheureusement. Mais factuellement, il ne répond pas non plus. C'est-à-dire Trump, non, mais au moins, dans son discours, toutes les politiques mentent sur leur plateforme, on va être honnête. Enfin, Reagan, quand même, a dit qu'il allait dépenser moins. Il a quand même explosé le budget pour son fameux Star Wars. Donc, à part Clinton, de ma vie, le seul qui a équilibré le budget, c'est Clinton. Mais il l'a fait en faisant des choses qui étaient clairement pas très à gauche pour les Français, et même pour les Américains. Trump a promis des choses qui clairement ne marchent pas, on le voit dans les sondages, notamment le coût de la vie, mais au moins, il a eu le mérite de parler aux gens de ce qui les inquiétait et pas de parler de bien au-delà. Moi, je vois pour des familles d'ouvriers, mais même des familles, on va dire, de petits fonctionnaires, des choses comme ça, le coût de la vie est devenu explosif. L'alimentation, l'électricité, et puis si vous vivez en banlieue, vous avez besoin d'une voiture, il y a plein de choses qui explosent. Quand on commence à dire en gros le discours de il faut voter contre lui, mais pas pour moi parce que j'ai une bonne plateforme, ça ne peut pas passer. C'est le problème. Après, clairement, il a menti beaucoup de politique. Ça, malheureusement. Moi j'ai une question. Quels sont les obstacles à sa destitution en fait? Alors, il y a une question de chiffres, il n'y a pas, tout simplement. Il faut 2 tiers, mais encore une fois, c'est jamais arrivé aux États-Unis, même quand Clinton, Andrew Jackson, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Je vous rappelle quand même qu'il faut les 2 tiers. 2 tiers, c'est énorme. Et il faut que ça passe devant le Sénat. C'est juste la complexité d'une destitution demande, en gros, que vous avez l'accord de tout le monde. Vous m'expliquerez, un Parlement, on a l'accord de presque tout le monde. On pourrait parler aussi, bien évidemment, du fait que les républicains ont trop peur de lui. Certains sont d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui qui ont vraiment très peur. On a vu Marjorie Taylor Greene, qui était un de ses plus grands fans, qui dit « Je me rends compte que j'ai participé à un système où il n'y a que la menace permanente. » Il n'a pas été viré? Non, il a démissionné. Il a fait de lui-même. On va prendre une ou 2 dernières questions. Donc, une à ce rang et après un peu plus bas. Bonsoir, je me demandais quels étaient les risques qu'encourait quelqu'un comme Memdani dans le gouvernement de Trump. Est-ce qu'il représente une menace? Pas du tout. Une menace pour Trump. Memdani est maire de New York. Il ne sera pas élu à un poste national parce qu'il ne sera pas. Il est très à gauche. Et donc pour les Américains, je ne le vois pas. Je connais beaucoup de démocrates qui ne voteraient pas pour un Memdani.
Il ne représente absolument pas le Parti démocrate. Il faut comprendre que le Parti démocrate représente beaucoup de choses. Mais moi, ayant grandi entre Washington et le sud des États-Unis, un démocrate ne voterait jamais pour Mamdani. Il votera pour un ancien CIA qui est un démocrate, ou la nouvelle gouverneure de New Jersey qui est un ancien militaire, Nikki Haley, mais pas pour quelqu'un comme Mamdani. Donc il ne représente absolument aucune menace pour Trump, Trump le sait très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très gentil avec. Il peut être très gentil, c'est pas une menace. Bonsoir. On parle de ce qui pourrait faire tomber Trump par l'extérieur, mais qu'est-ce qui pourrait le faire tomber par l'intérieur? Qu'est-ce qui pourrait détruire le système de l'intérieur? Je pensais, on n'a pas évoqué l'affaire Epstein. Si elle était révélée, avérée, est-ce qu'il s'effondrerait Je pense que tout le monde sait très bien. Alors, sur ce que le Congrès a exigé et publié, il y a 1% qui a été publié. On pourrait se poser la question de est-ce qu'il enchaîne des petites crises pour éviter l'affaire Epstein. C'était des années 80, il y a quand même beaucoup de preuves qui ont été publiées, tout le monde le sait très bien. Est-ce que... Alors, le fait qu'il a abusé des femmes n'a pas empêché qu'il soit élu une première fois. Je dirais que ça n'a pas empêché non plus Clinton. C'est la même génération, c'est la même période. Alors oui, il y en a qui disent que ça doit exister aussi aujourd'hui. Certainement, en tout cas, à l'époque, on ne le disait pas. Aujourd'hui, on le dit beaucoup plus. C'est un système qui a existé. Enfin, j'ai vécu à Washington, on savait très bien que si on travaille dans certaines institutions, il fallait faire attention aux patrons. Quand j'étais ado, hein. C'était l'époque Clinton. Donc, est-ce que ça va le faire tomber? Moi, j'y crois absolument pas. Si ça allait le faire tomber, ça aurait déjà été fait parce qu'on a des photos, on a des preuves, on a des bouquins. Qu'est-ce qui peut le faire tomber de l'intérieur? Le Groenland, il aurait arrivé le Groenland, je pense qu'il aurait pu être là. Il peut prendre une décision très grave que même le plus ardent MAGA va dire non. Pourquoi aussi le Groenland? Bon, il y a ceux qui disent on n'arrive pas à un allié, c'est bien qu'ils réfléchissent comme ça. Il y a aussi ceux qui disent, notamment chez les MAGA, en fait, vous nous avez promis pas plus de guerre, et vous êtes en train de mentir, et vous payez pour des guerres au lieu de s'occuper de nous et nos problèmes en interne. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire il pousse le bouchon. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va pousser le bouchon, engager une guerre qui va coûter très cher pendant que les gens souffrent à la maison? Mais Epstein, moi j'y crois pas. On a une dernière question. Oui, je voulais juste aborder le sujet de la presse et des journalistes aussi. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Parce que je trouve qu'ils ne posent pas toujours beaucoup de questions. Et ceux qui essayent, ils sont tout de suite rembarrés par Trump ou par Caroline Leavitt. Ils les accusent d'être des fous de gauche radicale, des canulars, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils Deux choses. Alors, pour le coup, j'ai un collègue qui est correspondant à la Maison Blanche. Donc, j'ai eu cette discussion avec Sonia Drighi à plusieurs reprises. Il ne faut pas oublier que il y a plus ou moins, ils ont muselé la presse. Au département de défense, il fallait signer un truc, tout le monde s'est barré, même Fox News. Donc ce qui reste, c'est à peu près des influenceurs d'extrême droite. Et les Nord-Coréens et les Russes. Ça reste un peu plus serré à la Maison-Blanche, mais pas totalement. Donc ils essaient de museler. Donc c'est pas forcément que vous pouvez... Ils ne posent pas les questions des journalistes, mais qui souvent, ils se font insulter. Sonia Drighi s'est fait insulter pour son accent en français, en anglais de français. Moi, je l'ai compris, à mon avis, il l'a compris, mais c'est pas grave. On se souvient d'un pauvre journaliste de NBC qui s'est fait traiter de petite cochonne. Donc, à un moment, vous savez que, alors, par exemple, on sait que, elle nous a dit ça cette semaine, si vous mettez des couleurs très vives, il y a moyen qu'il vous laisse poser une question parce qu'il vous voit. C'est parce qu'en fait, on l'entend, la dame en jaune, la dame en rose, etc. Il ne connaît pas les noms, alors que les anciens présidents, même Bush, on pouvait le critiquer, mais ils connaissaient les noms des journalistes. Donc les journalistes, aujourd'hui, il y a une ambiance, ils nous critiquent notre liberté d'expression, mais ils sont en train de menacer les journalistes. Caroline Leavitt a menacé des journalistes la semaine dernière. On voit les menaces. Donc Colbert a perdu son émission à partir du mois de mai. Kimmel, bon, il est revenu, mais il y a énormément de menaces sur les journalistes. Il y a des journalistes qui font leur boulot, peut-être c'est pas tous, mais il y en a beaucoup qui perdent leur boulot parce qu'ils font leur boulot.
Donc c'est très difficile aujourd'hui de poser des questions. Et puis on voit parfois des conférences de presse, c'est lunaire. Non mais, alors moi j'adore son petit surnom, c'est Bullshit Barbie à Washington. Elle ne fait que mentir, mais en plus elle transmet, enfin en tout cas sur Twitter, c'est que des fake news qu'elle retweet. On est dans une situation où les journalistes, il y a deux choses. Il y a quand même une tendance lourde de les infos, ça passe par les réseaux sociaux. Et ça, on le voit aussi en France. Donc ça, c'est un problème pour les journalistes, plus généralement. Maintenant, il faut distinguer entre les fake news, la désinformation et ainsi de suite. La deuxième chose, c'est face à ça, bon, on a des outils, on a des choses qu'on peut faire, mais face à une administration qui ne veut pas que vous parlez, qui refuse de vous répondre, ou qui vous donne des mauvaises informations, vous faites quoi? Même les journaux, moi je pense au Wall Street Journal, moi je le lis tous les jours, c'est un journal de droite. Ils sont très critiques, ils sont là. Même eux, ils sont dans l'opposition à Trump. Mais ils se font critiquer, ils se font... Enfin, il a poursuivi le New York Times, il a poursuivi le Wall Street Journal. À un moment... même CBS, je crois que CBS lui a payé 16 millions. Bon, c'était moins cher que de Board of Peace, mais c'était quand même assez cher. Donc c'est très problématique pour les journalistes. Je prends un exemple, je parlais avec un collègue qui disait qu'un de ses collègues qui est correspondant à Washington depuis 10 ans s'est fait arrêter à la frontière. Il a une carte verte, il a tout ce qu'il faut. 9 heures d'interrogation. Les journalistes sont vus comme étant des gens suspects. On va remercier Elisabeth. Qui a été très généreuse de son temps, mais bien entendu, vous pourrez la retrouver sur LCI très bientôt. Et je voudrais juste signaler, mardi prochain, il reste encore quelques places pour la conférence qui sera donnée par Eric Schnackenbourg, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université de Nantes. Il viendra nous parler d'un sujet intéressant aussi, la relation franco-américaine au moment de la Révolution et dans les années qui ont suivi. Donc, en espérant vous revoir mardi.